Ceux qui ont quelque talent singulier peuvent l'ignorer quelque temps, et ils en sont d'ordinaire avertis par quelque petit événement, par quelque hasard favorable. Un homme, destiné à être un grand mécanicien, ne pouvait être placé par le hasard dans un lieu où il en fut ni plus promptement ni mieux averti qu'à Lyon. Celui qui écrit ceci en 1729 est Fontenelle, le secrétaire de l'Académie royale des sciences. Et le grand mécanicien placé par le hasard à Lyon est un religieux de l'ordre des Carmes. Le père Sébastien. Il s'appelait Jean Truchet de son nom de baptême. Rentrer dans les ordres chez les Carmes lui avait permis de faire des études à Paris. Là, à l'âge de 19 ans, l'opportunité de sa vie s'était présentée. C'est toujours Fontenelle qui raconte. Charles II, roi d'Angleterre, avait envoyé à Louis XIV 2 montres à répétition, les premières qu'on ait vues en France. Elles ne pouvaient s'ouvrir que par un secret, précaution des ouvriers anglais pour cacher la nouvelle construction, et ça n'assurait d'autant plus la gloire et le profit. Les montres se détraquent. L'horloger du roi déclare, fort honnêtement, qu'il ne connaît qu'un jeune carme capable d'ouvrir les montres. Celui-ci réussit et les répare aussitôt. Quelque temps après, il vient de la part de M. Colbert un ordre au père Sébastien de venir le trouver à 7 heures du matin d'un jour marqué. Nulle explication sur le motif de cet ordre, un silence qui pouvait causer quelque terreur. Le père Sébastien ne manque pas l'heure, il se présente interdit et tremblant. Le ministre, accompagné de 2 membres de cette académie, le loue sur les montres et lui apprend pour qui il a travaillé, l'exhorte à suivre son grand talent pour les mécaniques, surtout à étudier les hydrauliques qui devenaient nécessaires à la magnificence du roi. Il lui recommande de travailler sous les yeux de ces 2 académiciens qui le dirigeront, et pour l'animer davantage et parler plus dignement en ministre, il lui donne 600 livres de pension. Et voilà l'avenir du père Sébastien assuré pour la plus grande gloire du roi Louis XIV. Mais au fait, pourquoi était-ce un si heureux hasard pour Jean Truchet que d'être né à Lyon? Quand il était enfant, il y avait à Lyon un militaire retraité, Nicolas Grolier de Servières, qui occupait sa retraite en inventant des mécanismes qu'il réalisait et exposait ensuite dans ce qu'on appelait alors un cabinet. Le cabinet de Grolier de Servières était devenu si célèbre qu'il attirait de nombreuses visites, y compris celles de Louis XIV. On en connaît le contenu grâce à ce livre publié en 1719 par son petit-fils. Voici une des magnifiques figures en taille douce qu'il annonce. Elle représente une des horloges inventées par Grolier de Servières. Le temps n'est pas rythmé par un balancier, mais par la chute d'une boule le long d'une spirale formée de 2 rails de cuivre parallèles. Dès que la boule arrive en bas, elle est renvoyée immédiatement et la chute recommence. Et maintenant, voici ce que Truchet a fait de cette même idée. Louis XIV l'avait nommé membre honoraire de l'Académie royale des sciences, et ce que vous voyez ici est une de ses premières contributions. Il s'agissait de vérifier expérimentalement la loi de la chute des corps. Vous voyez une sorte de cage en forme de paraboloïde de révolution, le long de laquelle court une spirale formée de 2 rails parallèles. Si on place une boule au sommet entre les 2 rails, elle va descendre en tournant. La taille des spires augmente en gros avec le carré de la distance au sommet, de sorte qu'avec l'accélération,
les spires sont parcourus à peu près dans le même temps. On peut le vérifier en lâchant plusieurs boules à intervalles réguliers, ce que Truchet automatise par un ressort qui renvoie les boules en haut du dispositif. Exactement comme dans l'horloge que Truchet avait vue dans le cabinet de Grolier de Servières quand il était enfant. Astucieux, non? Il y avait d'autres automates dans ce cabinet, celui-ci entre autres. De notre côté, il y a une armoire dans laquelle on voit en relief un château et des jardins qui paraissent multipliés au moyen de plusieurs miroirs. L'on referme et l'on ouvre 4 fois la porte de cette armoire et à chaque fois, on y trouve des objets nouveaux. À la seconde fois, c'est-à-dire après le château, ce sont des pièces d'or et d'argent. À la troisième fois, ce sont des fleurs. Et enfin, à la quatrième, c'est une représentation d'une collation en relief. Et maintenant, écoutez la description d'un tableau mouvant offert au roi par le père Sébastien. C'est une lettre de la princesse Palatine, la belle-sœur du roi. On invente de bien jolies choses à présent. C'est ainsi qu'un carme a fait un tableau mouvant au roi. Mais vous ne savez peut-être pas ce qu'est un carme. C'est un moine. On l'appelle le père Sébastien. Eh bien, c'est lui qui a fait le tableau où se meuvent plus de 100 pièces. Les femmes font la lessive et battent le linge. Les hommes fendent du bois, ferrent les chevaux. Il y en a 2 qui scient. D'autres sont assis dans des chaises et font des saluts. Un mendiant ôte le chapeau et demande la charité. Et puis, quand le monde a passé, il le remet. À la porte du château, il y a une horloge qui marche fort bien. Dans le lointain est une mer où les navires voguent à pleine voile. Ce qui est gentil aussi, c'est une roue à l'aide de laquelle on sort la pierre des carrières. Elle tourne tout lentement tant que la pierre n'est pas dehors, mais une fois que celle-ci est sortie, la roue se met à tourner très vite, absolument comme dans la réalité. Et le père Sébastien n'était pas pensionné que pour amuser le roi avec des tableaux automates. Colbert lui avait ordonné dans sa jeunesse de se consacrer aux hydrauliques, et le père Sébastien a suivi fidèlement la voie tracée. Fontenelle dit qu'il ne s'est guère fait ou projeté en France pendant sa vie de grands canaux de communication de rivières pour lesquels on ait au moins pris ses conseils. Il a participé à la mise à l'eau des bassins de Versailles. Il a surtout travaillé à l'aménagement du château de Marly. L'alimentation était assurée par une gigantesque machine pompant directement l'eau de la Seine par un système de roues à aubes. Cette machine a dû encore rappeler à Truchet quelques souvenirs lyonnais. On trouvait dans le cabinet de Grolier de Servières plusieurs machines comme celle-ci, servant à élever l'eau d'une rivière. Cependant, la raison qui a valu à Truchet de rester dans l'histoire des mathématiques n'a rien à voir ni avec ses propres qualités de mécanicien, ni avec le cabinet de Grolier de Servières. C'est un mémoire sur les combinaisons présenté à l'Académie des sciences en 1704. Dans le dernier voyage que j'ai fait au canal d'Orléans par ordre de Son Altesse Royale, je trouvais, dans un château nommé la Motte-Saint-Lié, à 4 lieues en deçà d'Orléans, plusieurs carreaux de faïence carrés et mi-partis de 2 couleurs par une ligne diagonale qui étaient destinés à carreler une chapelle et plusieurs autres appartements. Pour pouvoir former des dessins et des figures agréables par l'arrangement de ces carreaux, j'examinai d'abord en combien de manières 2 de ces carreaux pourraient se joindre ensemble en les disposant toujours en échiquier. Voici un carrelage du type de ceux qu'étudie Truchet. Tous les carreaux sont identiques,
Et Truchet commence par observer que les rotations d'un angle droit engendrent 4 images différentes. Ensuite, il forme 64 combinaisons différentes en choisissant d'abord un des 16 couples de 2 carreaux, puis une des 4 positions du second par rapport au premier. Truchet remarque que ces 64 combinaisons se réduisent d'abord à 32, puis à 10 seulement, si on tient compte des invariances par rotation. Sur le plan combinatoire, il ne va pas beaucoup plus loin. Voici ce qu'il dit. Après avoir examiné les combinaisons de 2 carreaux, on pourrait mettre ici les combinaisons que l'on pourrait faire avec plusieurs carreaux. Mais comme ce détail sera long et que nous ne sommes pas encore contents de ce que nous avons fait là-dessus, nous remettrons cet article à une autre mémoire. Eh oui, mais le service du roi et l'examen des multiples machines soumises à l'Académie ne lui ont pas laissé le temps d'écrire cette autre mémoire. Il se contente alors de montrer des exemples de configurations obtenues en agençant ces 64 combinaisons de 2 carreaux d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle les pavages de Truchet. Truchet a eu un successeur, en la personne du père Dominique Douat. Carme, comme Truchet, qui publie en 1722 sa méthode pour faire une infinité de dessins différents avec des carreaux mi-partis de 2 couleurs. Dans l'introduction, Douat précise: le savant révérend père Sébastien Truchet avait eu le premier l'idée de cet ouvrage et l'aurait mieux rempli que moi, si de sérieuses occupations auprès de Louis le Grand lui avaient permis de poursuivre sa découverte. Pourtant, Douat va sensiblement plus loin que Truchet, en particulier sur le plan mathématique. Il commence par coder les 4 positions différentes par A, B, C, D. Puis il forme les 4 puissance 4, soit 256, combinaisons de 4 lettres. Ensuite, il calcule le nombre des arrangements, 2 à 2, 3 à 3, etc. jusqu'à 6. Il commente alors: continuant à prendre ces permutations 7 à 7, 8 à 8, et ainsi de suite jusqu'à 256, l'on trouverait un nombre prodigieux, encore que nous avons supposé jusqu'ici qu'elle ne soit pas répétée, que si nous supposons qu'elle soit répétée autant de fois que l'on voudra, l'on pourrait figurer des dessins, pour ainsi dire, à l'infini. Aussitôt après, Douat montre qu'il a bien assimilé les pages consacrées à la combinatoire dans les éléments de mathématiques de Jean Presté. Il y renvoie le lecteur, en particulier à cet exemple des combinaisons d'un vers latin, qui a longtemps fait débat, et que vous connaissez par cœur depuis que je vous l'ai raconté dans l'histoire de la combinatoire des hexamètres. La suite du livre de Douat ressemble aux mémoires de Truchet. Il y donne des exemples de pavages décrits par les numéros de quadruplés successifs. Il commence par les plus simples pour en arriver ensuite à des effets beaucoup plus décoratifs, comme celui-ci. Ou encore celui-là. Il vous plaît? Après Douat, la combinatoire géométrique s'endort. Elle est à peine réveillée par cet album de problèmes et dessins divers d'un certain Lemaire, qui se présente comme ancien architecte et titulaire de 7 médailles de différentes sociétés. Il annonce des dessins selon les systèmes de Douat et Truchet, entre autres, sans que l'on comprenne vraiment ce qu'il entend par système.
On y trouve des pavages qui ressemblent à ceux de Truchet et d'Oie, comme celui-ci, du moins si on fait abstraction de la bordure. Il y a aussi des pavés de dimensions irrégulières et qui ne sont plus bipartis. Mais même si sa compréhension de la combinatoire reste problématique, on ne peut pas nier à Lemaire un certain sens de l'esthétique. Voilà, d'habitude je sors n'importe quoi sur la dernière planche, juste pour que vous ayez les références sous les yeux pendant quelques instants. Mais là, si vous voulez savoir ce que l'on fait de nos jours avec les pavages de Truchet, il va bien falloir que vous alliez les lire. Je vous jure, ça en vaut la peine. Il y a des images magnifiques.